Parler sans micro. Donc cette réunion est la première d'une série qu'on a décidé d'organiser avec l'association écologique de Lens dans la foulée de notre action sur l'urbanisation. Je dirais que dans la ville aujourd'hui, il y a un certain nombre de rôles qui sont répartis. Il y a des gens qui manifestent et qui dénoncent. Je ne citerai pas des noms. Il y a des gens qui étudient le PLU. Donc l'écologie pour Lens, même si on participe peu ou prou à ces deux types de mouvements, nous on a essayé de se concentrer plutôt sur la réflexion sur les outils à disposition de ce qui nous paraît être l'urbanisation raisonnée et la manière de les mettre en œuvre et de lancer le débat autour de ces outils. Parce que, on va voir, je vais répéter en introduction des tas de choses que vous entendez sur les méfaits, entre guillemets, de l'urbanisation telle qu'elle se produit aujourd'hui sur Lens, et telle qu'elle s'est produite au cours des, on va dire, des 3 dernières décennies. C'est une chose donc de dire qu'on n'est pas content d'une situation, c'est une autre chose que de proposer des outils pour essayer d'apporter des réponses. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, au niveau de l'association, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est même au-delà de nos frontières, hein, de ramener des expériences réussies de ce qui se passe à l'extérieur et d'essayer de les adapter ou de réfléchir à l'adaptation de ces outils à la situation lensoise et de s'inspirer de choses qui ont déjà été peu ou prou essayées sur Lens, déjà, et de voir comment on peut améliorer ce qui a été tenté, fait, et aller donc en direction de cette urbanisation raisonnée qui, peu ou prou, malgré tout ce qu'on peut lire et écrire sur le sujet, passera par une diminution des constructions nouvelles. Alors, je tiens à insister là-dessus parce que on nous dit souvent il faut loger les gens. Il y a le secteur de la construction qui est un secteur important sur le plan économique. Enfin, vous devez réfléchir à ces enjeux, et quand on réfléchit à ces enjeux et qu'en face, on se dit il faut limiter tout ça, on a des difficultés quand on n'analyse pas finement le territoire qu'on habite, à trouver des arguments pour remettre en cause ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies, en particulier dans notre commune, où une partie de l'activité économique est basée sur ce secteur. Alors, je voudrais vous rappeler quand même la raison majeure pour laquelle notre association s'est investie là-dessus. C'est que nous, on considère que Vence, aujourd'hui, il faut limiter l'urbanisation, certes pour des questions de paysage, pour des questions d'encombrement, de stationnement, enfin tout ce qu'on vous dit et qu'on vous décrit dans d'autres enseignes sur les méfaits de l'urbanisation non raisonnée. Mais pour nous, la première réalité qui s'impose à toute réflexion sur l'urbanisation, surtout sur un territoire comme le nôtre, qui est un apic en fait, puisque nous, on a une commune qui a presque 1000 mètres de dénivelé entre le point haut et le point bas de la commune, sur des sols en plus qui ne sont pas du tout stables. La première contrainte qui s'impose à l'urbanisation sur notre commune, c'est une contrainte physique. C'est-à-dire que l'urbanisation irraisonnée dans notre commune aujourd'hui, ça signe, si on la prolonge, la fin de l'occupation humaine qu'on connaît aujourd'hui sur le territoire de la commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui s'est passé au Pras-Julian déjà, pour ceux qui connaissent un peu la ville. Vous savez qu'il y a tout un quartier situé à l'est de la commune qui a glissé dans la Libyane parce qu'on a construit en oubliant la nature géologique du sol qu'on occupe et le fait qu'il ne fallait pas construire dans cette zone-là. Et il a fallu attendre le drame pour qu'on arrête tout, ce qui d'ailleurs, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais est questionnable sur un plan technique. Mais il n'y a pas que le Pras-Julian. Il y a d'autres zones dans la ville aujourd'hui qui sont, c'est ça qui est quand même important à comprendre, qui sont aujourd'hui déjà occupées et qui présentent des caractéristiques géologiques proches du Pras-Julian. Donc vous voyez le travail qu'il y a à faire. Donc, sur ce tableau-là, dire qu'on va construire un nombre important de constructions nouvelles, c'est purement et simplement du suicide collectif. Donc c'est pour ça, notre point d'entrée dans cette réflexion, c'est de dire, limitons au maximum la construction nouvelle, en première raison, à cause de cet impératif physique, à cause de l'impératif écologique, qui est un impératif donc, qui s'impose à toute cette élite. Et le jour où il y aura à nouveau un grand glissement de terrain sur la commune, ou des gros éboulements, ou des routes barrées ou autres, je peux vous garantir, si vous voulez, que ça va faire très mal à la commune. Hein, d'ailleurs, pour vous donner une idée, le Pras-Julian, quand même, ça a coûté en argent public
et en argent payé par les assurances, mais ça revient au même, puisque c'est le fonds Barnier qui a financé en partie cette opération, c'est une taxe qu'on prélève sur tous les contrats d'assurance. C'est un quasi-impôt. Hein. Donc vous savez combien ça a coûté le Pragelien en tout hein, si on prend depuis 2012 jusqu'à l'année prochaine quand ça sera terminé, à votre avis? Est-ce que quelqu'un connaît la somme? 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. 23 millions d'euros, c'est le budget annuel de la ville. Hein. Pour vous donner une idée. Hein. Donc, selon moi, on ne peut pas se permettre la reproduction d'un tel événement. Et pour ça, donc, il faut limiter la construction. Alors, une fois que j'ai dit ça, limiter la construction, essayer de produire du logement sans construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure dans la rénovation des logements existants. Hein. Alors, rénover les logements existants, ça permet d'apporter une réponse à ce que je viens de vous donner comme la problématique que je viens d'exposer, mais pas seulement. Hein. Alors, comme c'est une problématique qui est, dont on vous rebat les oreilles au niveau national, je vais juste vous rappeler que l'entrée au niveau national pour aider la rénovation, c'est la rénovation énergétique, parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés au niveau national, qui consistent à diminuer de moitié la consommation d'énergie d'ici à 2050, réaliser la rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2015, et créer 75 000 emplois dans le secteur sur tout le territoire. Inutile de vous dire qu'on est très très loin de ces objectifs aujourd'hui. Hein. Mais bon, ça a été affiché. On est très très loin, et ça, on y voit, non pas tellement, parce que souvent quand on vous présente ce genre de problématiques et de statistiques, on compare ce qui a été fait avec les chiffres de rénovation, les chiffres d'emploi. En réalité, selon moi, la meilleure preuve que ce qui est fait au niveau national n'est pas satisfaisant, c'est les résultats en termes de consommation d'énergie primaire par mètre carré dans les logements. C'est-à-dire, malgré les milliards qu'on a consacrés, parce que la France, alors si je prends les 30 dernières années, elle a consacré l'équivalent d'à peu près 80 milliards à la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'elle a consacré un argent, sur la même période, qui est à peu près 2 fois ce qu'a fait l'Allemagne, et 1 fois et demi ce qu'a fait la Suède. Pour quel résultat? Alors là, je sais que c'est... Alors, pour un résultat qui consiste à nous placer par les mauvais élèves de la classe, quand justement on analyse la consommation énergétique par mètre carré du chauffage des logements, au-dessus de la moyenne européenne. Alors la France, on peut vous donner je vais vous la montrer, parce que peut-être que c'est pas très visible effectivement là-dessus. Elle est là, la France. Hein. Vous voyez, la moyenne de l'Union européenne, elle est là. Les autres pays, ils sont en dessous, hein, évidemment. Et les champions, d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, alors qu'ils n'ont pas une politique formellement organisée comme la nôtre en matière de rénovation énergétique, c'est les Anglais, nos amis les Anglais. Hein. Donc, qui non seulement des consommations annuelles par mètre carré sont inférieures aux nôtres, mais qui en plus ont des tendances de diminution de leur consommation énergétique par mètre carré bien plus importantes que les nôtres. C'est-à-dire que non seulement ils font mieux, mais en plus, ils vont plus vite que nous en matière de réduction de la consommation d'énergie par mètre carré. Alors, je ne vais pas faire un exposé détaillé sur les raisons qui amènent à ça, mais pas de raisons, bien évidemment, qui ne tiennent pas qu'à la politique de rénovation énergétique. Mais quand même, avec tout l'argent qu'on a consacré à cette problématique, il y a quand même des questions à se poser. Alors, rénovation énergétique, c'est la première entrée. La deuxième entrée des politiques nationales qui sont menées sur la rénovation, c'est le logement vacant. Le logement vacant, pareil, alors le logement vacant, c'est une politique, alors il y a un peu moins d'argent qui a été consacré à ça. Quand on regarde les dernières années, on atteint la somme de 15 milliards, à peu près, selon ce qu'on met dedans. Mais les résultats, à votre avis, c'est de quel niveau? Est-ce qu'on a fait régresser le logement vacant en France? À votre avis? Bien sûr que non. Voilà l'évolution du taux de vacances depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a une augmentation de 60% du nombre de logements vacants depuis 1990 et une moyenne dans les communes autour de 8,5%. Je reviendrai après sur le cas particulier de Vence, mais là encore, vous voyez, malgré tout l'argent qu'on consacre à cette politique, on a une évolution du nombre de logements vacants qui explose, et donc là encore, un échec de politique publique menée au niveau national. Alors avant d'aller plus loin,
Ça ne veut pas dire que je considère que la commune de Vence, bien que vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui a déjà été fait. Moi, c'est le parti pris que j'avais choisi quand j'ai mis en place l'outil de rénovation énergétique que j'avais mis en place sur la commune. Je m'étais écarté de ces politiques nationales. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ces politiques et les rejeter systématiquement. Il faut essayer de prendre ce qu'il y a de mieux en elles. Enfin, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que ce sont des politiques qui ne donnent pas des résultats extraordinaires pour le moment, au vu de ce qui se passe et de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Alors ces politiques, aujourd'hui, elles ont connu... Alors, une des caractéristiques de ces politiques, au niveau national en plus, c'est qu'elles changent tous les 3-4 ans à peu près. Il suffit qu'un gouvernement change, qu'il y ait un ministre même qui change, et hop, toutes les règles sont modifiées, les aides pour la rénovation énergétique sont modifiées, les taux de taxes que vous payez sur le logement sont modifiés. Enfin, ça change souvent. Donc déjà, vous allez voir, c'est une des raisons qui explique cet échec. Mais en attendant, donc, au niveau national, aujourd'hui, vous avez, pour ce qui concerne la rénovation énergétique, ce qui s'appelle la prime éco-rénov, ou rénov, ça dépend de là où vous trouvez. Et sur le papier, ça a l'air intéressant, puisque en théorie, ça peut vous amener jusqu'à 25 000 € net par logement. Ne rêvez pas, ça c'est la fiche publicitaire. Après, c'est un peu plus compliqué. Enfin bon, elle existe, et si vous voulez, aujourd'hui, elle est commode, cette prime qui existe, parce qu'elle permet en fait à beaucoup de collectivités locales, j'allais dire à l'écrasante majorité, à peu près autour de 90%, c'est quand même pas mal, hein, de s'exonérer de toute réflexion du type de celle que je vais vous présenter ce soir. On dit, il y a des primes qui existent au niveau national, nous on fait de l'information autour de ce dispositif, et on a réglé le problème, on a rempli notre devoir en termes d'aide à la rénovation des bâtiments privés, hein, j'entends. Là, ce soir, je vais vous parler évidemment que du logement privé, je ne parle pas de logement public, parce que le logement public, par contre, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de subventions, etc. etc. Hein, moi, je vous parle de logement privé parce que c'est là qu'il y a beaucoup de logements et c'est là qu'il y a vraiment un saut à faire. Hein. Donc, il y a ce dispositif qui existe et bon, il s'insère dans la logique que je vais vous présenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer, mais on peut quand même se poser des questions sur son utilisation brute. Au niveau national, au niveau de la vacance, il y a aussi un programme national qui existe. Alors en fait, bon, pour trouver en fait le programme qu'il faut vraiment accrocher, il faut aller dans les sous-programmes parce que c'est très compliqué. Il y a des tas d'aides différentes selon les tailles des communes, etc. Mais enfin, ce qui se rapprocherait le plus de Vence aujourd'hui, c'est ça. C'est le programme Petite Ville de demain, qui a donc sur la période 2021-2026, qui prévoit de dépenser 3 milliards d'euros pour accompagner les communes qui font, on y reviendra là encore, l'effort d'inventorier les logements vacants et mettre en place des dispositifs pour aider les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché. Je vais vous donner les résultats. On y reviendra, Je veux juste vous présenter ça pour vous dire quand même que bon, il y a des dispositifs qui existent. Ces dispositifs, pour le moment, ils ont leurs défauts, comme je viens de donner leurs résultats, mais on ne peut quand même pas les ignorer. Quand on réfléchit, si vous voulez, à la remise sur le marché de logements vacants, à la rénovation des logements et au titre de la présentation d'aujourd'hui, produire du logement sans construire, on ne peut quand même pas ignorer ces dispositifs. Et vous allez voir que on peut en tirer quelque chose d'intéressant si on s'y prend bien. Alors, je vous ai montré ces dispositifs. Je vous ai montré très rapidement, évidemment, hein, les résultats de ces dispositifs. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que les Français sont plus idiots que les autres? Est-ce qu'il y a une malédiction qui frappe le territoire national? Eh bien non, c'est que quelque part, il y a des choses qui sont mal conçues au départ. Alors, il y a plein de choses qui sont mal conçues. Je vais essayer de m'attacher aux 3 ou 4 raisons les plus évidentes pour expliquer ces échecs. D'abord, la première chose qui fait que ces programmes ne sont pas utilisés, ou peu utilisés, ou pas assez utilisés par les propriétaires, c'est que pour avoir accès à ces aides, il faut des conditions de ressources pour les propriétaires. C'est-à-dire que si vous gagnez un peu d'argent, il y a des conditions de ressources qui sont assez drastiques. Hein. Dès que vous gagnez, j'allais dire, 1,5 fois le salaire minimum, vous êtes à côté de la plaque de la plupart des aides. Alors, il y a une petite entourloupe,
disons, une petite astuce, voilà, excuse-moi, une petite astuce du gouvernement pour contourner le sujet, parce qu'évidemment, c'est une critique récurrente qui a été adressée à la bureaucratie française depuis des années à ce sujet, parce que vous comprenez pourquoi c'est une condition quand même rédhibitoire. La plupart des gens qui sont propriétaires, c'est des gens quand même qui sont plutôt de la classe moyenne, enfin de la classe moyenne un peu supérieure. Si vous mettez une condition de ressources, vous en évacuez à peu près la grande majorité. Hein. Alors, le gouvernement, il a rectifié un peu le tir, il a dit non, il n'y a plus de condition de ressources, sauf quand vous gagnez des sommes pharaoniques, 7 000 fois le SMIC, pour la prime éco-rénov. Si ce n'est qu'évidemment, les primes, elles sont dégressives. C'est-à-dire que si vous gagnez à peu près 2 fois et demi le SMIC, vous avez droit à une prime qui est ridicule, très très basse. Donc, ça éloigne la plus grande partie des propriétaires de ces dispositifs d'aide. La deuxième chose, c'est que pour bénéficier de ces aides, il faut passer par un circuit bureaucratique, on va dire, un circuit administratif très complexe, et qui est essentiellement axé, en fait, non pas sur l'aide technique, mais sur la manière dont vous pouvez le plus facilement obtenir les subventions et sur la partie administrative. Or, la plupart des propriétaires, quand ils s'engagent dans des travaux, ou quand ils s'engagent dans des travaux encore plus pour remettre sur le marché un bien, ce qu'ils veulent, c'est d'être aidés sur le plan technique, et pas être aidés sur le plan administratif. À la limite, la subvention, c'est un plus, mais la première des choses, ils souhaitent avoir une aide sur le plan technique. Et le plan technique, forcément, que ce soit les bureaux d'études ou les artisans, etc., on est sur un terrain concurrentiel, terrain sur lequel ne peuvent absolument pas s'aventurer les administrations. Donc le terrain sur lequel il faudrait aider les propriétaires, par définition, c'est des petits qui ne vont pas jusqu'au bout, et en plus, ils sont sur un terrain sur lequel ils ne peuvent absolument pas aller. Les aides financières, elles sont pas concentrées sur les travaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aides qui en fait vous soutiennent pour faire un diagnostic, pour faire une évaluation, etc., mais elles ne sont pas concentrées sur les travaux. La dernière chose qui manque à ces dispositifs, c'est que ces dispositifs, en fait, ne prévoient rien pour conforter les propriétaires pour louer leurs biens. En gros, il n'y a pas de mécanisme de caution, il n'y a pas de mécanisme qui conforte le propriétaire, une fois qu'il a fait ses travaux, qu'il a fait sa rénovation, à remettre son bien sur le marché, Ce qui est quand même un peu embêtant quand on fait la rénovation pour louer. Alors, ça, c'est quelque chose de structurel. Ça fait des années que ça dure. Donc c'était déjà comme ça en 2014-2015, quand j'ai commencé à réfléchir à une mécanique qui pouvait apporter une réponse à ça. Donc, j'ai essayé de créer quelque chose qui, justement, faisait sauter les conditions de ressources, obligé pas de passer par une bureaucratie pour bénéficier de l'aide, accompagner les gens sur le terrain concurrentiel, consacrer toute l'aide pratiquement aux travaux et essayer de conforter les propriétaires pour louer leur bien. Et donc ça a été... Tu vas revenir sur les moyens de conforter le propriétaire. Oui, j'ai eu des discussions samedi lorsque oui, j'ai fait les tracts, une personne dit voilà, moi j'ai telle maison. Je sais. Je veux une garantie que je sais. Attends, tu vas y revenir. Oui. Je pourrais lui donner une réponse. Vas-y, hein. Enfin, tout à l'heure, quand on en parlera. En attendant, donc, j'ai créé donc, en 2015 le SPI, le service public d'efficacité énergétique, qui a été un début de réponse à ça, puisque le SPI, il n'y avait pas de condition de ressources, il n'y avait pas de création, ce n'était pas quelqu'un, fonctionnaire de la collectivité, qui instruisait les dossiers d'aide et conseillait les gens, ça accompagnait les gens sur le terrain concurrentiel, et les aides étaient quasiment exclusivement consacrées aux travaux. Alors comment on a procédé pour créer le SPI? On a d'abord fait une petite étude. On a fait une petite étude. Alors d'abord on s'est intéressé aux caractéristiques du parc de logement sur Lens. Parce que vous pouvez voir en haut, si d'une part il y avait un réel potentiel de logement à rénover pour pouvoir les remettre sur le marché, d'autre part on voulait savoir si
les logements étaient des logements qui avaient un potentiel d'amélioration énergétique, d'amélioration de l'autonomie énergétique. Donc, savoir en gros s'ils avaient été construits avant les premières réglementations thermiques qui remontent aux années 1970, parce que la première réglementation thermique, c'est 1974. La réglementation thermique, c'est ce qui oblige donc à atteindre les objectifs d'économie d'énergie dans les logements. Donc, on voulait savoir s'il y avait un potentiel pour ça, et savoir si effectivement il y avait des logements vacants pour pouvoir éventuellement les remettre sur le marché. Donc, pour ça, on est allé consulter un certain nombre de fichiers. Bon, je ne veux pas vous détailler. Il y a un fichier qui est très bien, hein, qui s'appelle l'OVAC, qui inventorie en fait tous les logements d'une commune et qui surtout permet aussi d'avoir une idée justement de ce à quoi correspond le logement vacant. Si les logements vacants sont vacants depuis longtemps, si c'est suite à des divisions, si c'est des biens qui ont une perdition énergétique, etc., etc. Donc on en a conclu qu'il y avait quand même potentiel. Alors ça c'est évidemment des chiffres qui datent de l'époque, hein, puisque c'est des chiffres de 2013. Depuis, la situation c'est vraiment encore plus intéressant du point de vue de la rénovation, puisque le nombre de logements vacants c'est maintenant 1100, donc c'est passé à peu près à 10% du parc des logements sur Lens aujourd'hui. Donc une fois qu'on a eu ces données, on a essayé de voir qu'est-ce que ça pouvait entraîner sur le plan économique sur Nantes. C'est-à-dire en gros, quel est le potentiel si on prenait tous les logements qui étaient des passoires thermiques, c'est-à-dire qui avaient été construits avant la première réglementation thermique, et qui étaient des logements vacants, disponibles théoriquement pour avoir mis sur le marché. Qu'est-ce qui se passerait si tous ces logements étaient rénovés, et qu'est-ce que ça donnerait pour la commune en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Alors on a fait tourner un petit modèle utilisé par Thierry-Main pour ça, et le résultat c'était que, en disant 2020, effectivement, il y a un potentiel de 15 millions d'euros de travaux et une économie de 4000 tonnes de gaz à effet de serre. Donc on avait utilisé, pour faire cette étude, l'impact de ce qui était à l'époque l'équivalent de la prime éco-rénov, en voyant en gros ce qu'elle générait comme travaux chaque fois qu'elle est utilisée par type d'appartement. Enfin, je reviens là-dessus, ça vous avez des questions plus techniques. Ça nous a permis d'évaluer le potentiel. Donc on avait une idée du potentiel de l'économie d'énergie et des travaux qui étaient évalués. On avait donc l'idée, quelque part, de la structure du parc qui nous allons peut-être atteindre ça. Donc on y allait. Il y avait un autre enjeu quand même, alors là pour le coup, vous allez voir, je vais y venir après, mais c'est un peu en filigrane dans la diapositive que je viens de vous présenter. Hein. Donc notre idée, effectivement, c'était aussi donc d'essayer de faire en sorte qu'au maximum, les entreprises lensoises bénéficient de ce système. Hein. Donc l'idée, c'était effectivement de faire en sorte qu'elles participent à ça. Bon, on a essayé d'entraîner avec nous l'association des entrepreneurs lensois, mais il y a eu des problèmes, je ne vous les cacherai pas, je vous expliquerai ce que c'est, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça, ce type de dispositif. Mais en tout cas, c'était aussi un des enjeux qu'on avait au départ, quand on a mis en place le SPI. Donc le SPI, c'était quoi? C'est qu'on souhaitait accompagner les propriétaires d'un point de vue technique, administratif et financier, et favoriser les artisans, essentiellement en augmentant leur niveau de connaissance des problématiques de rénovation énergétique et en soutenant le marché de la rénovation énergétique. C'est localisé dans la maison d'habitat, pour ceux qui se souviennent. Hein. Et donc, l'idée, ça a été donc de mettre en place, on avait dit, un délégataire de service public, sélectionné à la suite d'une procédure de consultation, donc un privé, qui avait la charge de conseiller en fait les Lensois qui voulaient faire la rénovation énergétique dans leurs travaux, et qui avait surtout une tâche importante qui était de mettre en concurrence les devis qui étaient amenés par les Lensois qui tapaient la porte de ce service avec toutes les entreprises du même port d'État qui faisaient la même chose dans tout le bassin cannois. Vous allez voir, ça a été une des parties du problème. Vous avez 4 niveaux d'accompagnement. Le premier niveau, c'était des conseils gratuits sur la rénovation énergétique, du type de ce que vous avez dans la plupart des administrations aujourd'hui, ce que faisaient à l'époque, ce que faisaient
à l'époque les espaces info-énergie, ce que font aujourd'hui les plateformes de la rénovation énergétique. Hein. Et après, donc, vous avez, en fonction du niveau de conseil qui était donné, un pourcentage sur les travaux qui étaient payés par le bénéficiaire de la subvention en fonction du niveau de précision du conseil qui était donné par le délégataire en question. Donc, si c'était la définition de programme de travaux, c'est 2,9% du montant des travaux. Assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est 6,9%. Contractant général, le travaux de conception, mission d'études, etc., c'était le même montant. L'équipe délégataire, donc, elle était composée d'un courtier en travaux, d'un bureau d'études thermiques et d'un prestataire bancaire qui aidait les administrés à monter leur dossier en matière financière. Alors, la sélection au niveau de la consultation, elle s'est opérée sur le niveau de la qualité de la prestation aux usagers, le niveau de rémunération demandé à ces derniers, et là, c'est notre note de liste, la redevance que payait ce délégataire chaque année à la commune sur le montant des travaux qui généraient. Sur le montant d'excédent, pardon, qui générait. En complément de cette aide technique administrative, on avait donc décidé de voter des aides à la rénovation. Donc à l'époque, on s'appuyait sur l'outil fiscal, enfin, l'aide qui existait à l'époque en matière de rénovation énergétique, le CITE. C'était donc une aide de 1 000 € par logement dans le cadre de rénovation simple et 2 000 € en cas de rénovation suivi d'un conventionnement en logement locatif social avec un objectif d'économie d'énergie minimum de 20% et un plancher de travaux réalisés de 3 000 €. On a essayé de s'adapter à la réglementation nationale parce que, comme je vous l'ai dit, les aides nationales changent souvent. Donc nous, on a adapté nos dispositifs à cette évolution des aides au niveau national, notamment donc l'aide nationale sur les portes et les fenêtres a été supprimée en 2017, mais nous, on a continué à la donner aux propriétaires d'en soi qui faisaient des travaux et qui demandaient à bénéficier de cette aide. On avait aussi un dispositif qui permettait le lien avec les comportements en matière d'économie d'énergie. On avait créé un groupe qui s'appelait les familles énergie positive, qui donc organisait des challenges chaque année. Certains nombres d'ailleurs participaient ici à ces challenges, et qui donc permettaient de lancer des concours au niveau des familles sur qui économiserait le plus d'énergie. Et ceux qui participaient à ce programme avaient une subvention pour la rénovation de leur logement majorée de 20%. Alors, je vous ai parlé du soutien aux artisans, donc on a essayé... Moi, je voudrais dire juste, les familles énergie positive, non seulement il y a des subventions, de facto, suivant les mesures qui prenaient, on mesurait donc la consommation, de facto, on faisait au moins entre 10 et 15% de... C'est vrai, je n'ai pas voulu alourdir là. Non, mais c'est intéressant de savoir que du fait qu'on fait attention sur les mesures, pas forcément sur la... Eh bien, de facto, entre 10 et 15% de... Quand les gens trouvaient leur compteur et qu'ils savaient lire aussi, c'était... Enfin bref. Donc je vous ai parlé du soutien aux artisans. On a créé parallèlement à ça un programme qui s'appelait Rénover Plus, qui était donc en fait une aide qui était donnée aux artisans d'en soi à travers des programmes qui étaient organisés en mairie pour les aider à atteindre le label RGE. Vous savez que le label RGE, c'est un label qui est censé garantir un minimum de qualification en matière de rénovation énergétique pour les artisans, et qui donc est un sésame indispensable si vous voulez obtenir les aides nationales. C'est payant pour les artisans. Nous, on avait organisé des formations au niveau d'en soi qui étaient des formations gratuites pour les artisans de la commune. Donc on avait fait ça avec la CARPEL, la Chambre des métiers, et ça tournait pas mal. Bon, ça, je passe. Oui, on avait organisé quand même un truc intéressant ici, c'était l'auto-rénovation. C'est-à-dire que pour les gens qui, en centre-ville notamment, n'avaient pas les moyens de payer les travaux de rénovation, on avait conventionné avec les compagnons bâtisseurs pour que les compagnons bâtisseurs accompagnent les propriétaires qui étaient susceptibles de s'investir dans les travaux de rénovation de leur propre logement pour qu'il y ait une part importante de l'auto-rénovation. Résultat de tout ça,
Alors, je vous demande d'accorder un peu d'attention à cette diapo parce qu'elle est quand même importante. Hein. En haut, vous avez ce qui se passe quand on se contente, en gros, de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en introduction. Quand on se contente de dire aux gens, il y a des aides nationales qui existent, vous avez telle et telle possibilité, allez vous renseigner auprès de la plateforme, de la métropole ou je ne sais quoi. Donc entre 2009 et 2014, c'est ce qui se passait avec le salon Equalita. Hein. Et donc, entre 2009 et 2014, quand on regarde les statistiques de l'espace Infoénergie de la métropole, donc des Vence, il y a eu 18 contacts en tout et pour tout de Vence. Entre février 2016 et mai 2021, date à laquelle le SPI s'est arrêté, il y a eu 420 projets menés sur le territoire de la commune, 186 logements rénovés, 1 million d'euros de travaux générés, avec une aide moyenne de 4 927 euros par logement rénové, 13 tonnes de GES, de gaz à effet de serre évité, et 1 500 euros par an, enfin c'est une moyenne, versée à la commune. Et donc Vence est devenu ce qu'on appelle un territoire de rénovation. C'est-à-dire que là, quand on constate, c'est des statistiques qui ont été faites sur la part des propriétaires qui ont eu recours au CITE. Vous savez, l'aide nationale donc, était sollicitée par les propriétaires quand ils avaient eu recours au SPI. Donc là, vous voyez que Vence était nettement au-dessus des moyennes PACA et France. Donc on était territoire de rénovation, mais l'ADEME est intéressée par ce qu'on faisait. En fait, le bilan est pas si rose, parce que là, je vous ai présenté le bilan. On présentait, j'allais dire, aux autorités, mais en fait, il y a quand même 3 points sur lesquels on n'a pas réussi. Bravo Léon. Le premier, c'est qu'on a eu peu de conventionnement. C'est-à-dire qu'en gros, sur le montant des logements qu'on a rénovés, il n'y a que 5% seulement des propriétaires qui ont conventionné derrière. Conventionné, c'est-à-dire qui ont fait rénover et loué leur logement pour du logement social. 5% donc seulement des propriétaires qui ont utilisé le dispositif, qui ont conventionné derrière. Donc c'était quand même des objectifs. Donc là on a échoué. Je comprends pourquoi, hein, mais on a échoué. Deuxième chose sur laquelle ça n'a pas été terrible non plus, c'est qu'on n'a pas touché beaucoup de logements vacants. C'est-à-dire que le pourcentage en fait des logements qui ont été touchés par dispositif, c'est 7% seulement de l'ensemble des propriétaires qui ont été aidés en rénovation. Et après, on a eu aussi le fraude de certains artisans, on va dire, qui en fait se sont plaints parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un code des marchés publics qui faisait qu'on ne pouvait pas diriger en fait les aides sur les entreprises de la commune, et que donc on est obligé de passer par, parce que c'était la règle du dispositif, par une consultation de mise en concurrence entre l'artisan d'en soi et l'artisan d'ailleurs, quand les propriétaires venaient avec leur devis. Donc ça a été. Donc ils se sont plaints que le dispositif profitait à d'autres artisans, des artisans d'en soi. Alors ben, effectivement, il faut essayer de tirer les leçons des échecs à ce niveau-là et essayer de voir comment ce dispositif qui a quand même eu certains aspects positifs, je vais donner le nombre de logements rénovés, le fait que ça tournait, qu'on avait un taux de rénovation important, comment ce dispositif pourrait être amélioré. Ben, la première chose, c'est de ne plus avoir de délégataires et qu'en fait, les usagers arrivent avec le devis d'un artisan qui satisfait aux exigences d'une formation qui pourrait être mise en place par la commune sur le modèle, je vous ai expliqué, avec la chambre des métiers et la chambre de commerce. Donc là, il n'y a plus de suspicion quelconque. Il y a une liste d'artisans qui satisfont à les exigences de formation et l'usager choisit dans cette liste celui qu'il veut. Donc ça enlève le premier souci qui était l'insatisfaction des artisans. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, vous savez que c'est très cher la rénovation, qu'en plus, quand on s'engage à faire de la rénovation et qu'on loue derrière pour conventionner, ben,
on prend des risques et on dépense beaucoup d'argent. Donc à mon avis, il faut des niveaux de primes beaucoup plus importants que ceux qu'on prévoyait quand on avait mis en place dans ce système. Et deuxièmement, il faut beaucoup plus différencier entre la rénovation simple et la rénovation de biens vacants suivie d'un conventionnement. Parce que là, vous vous souvenez, je vous ai dit avec 1000, 2000 euros. Donc c'est très loin d'être suffisant. Il faut des aides qui soient vraiment conséquentes, de plusieurs milliers d'euros, pour arriver à vraiment générer un mouvement important de mise sur le marché des logements vacants et la rénovation suivie d'un logement vacant. Troisième chose qui est importante, c'est un mécanisme de caution, pour répondre à ce que tu disais, un mécanisme de caution en faveur des propriétaires qui remettent leurs biens sur le marché. Ça c'est important parce qu'une des raisons qui explique pourquoi les propriétaires aujourd'hui ne mettent pas leurs biens sur le marché, c'est le fait qu'évidemment ils ont peur de se retrouver les squatteurs, le logement dégradé, etc., etc. Donc le mécanisme de caution, oui, enfin, je dis un mécanisme de caution, mais il faut que ce mécanisme de caution soit reconnu et conforme au propriétaire réellement. Il faut que ce soit quelque chose qui est pignon sur rue et qui soit quelque part, à mon avis, garanti d'une manière ou d'une autre par la commune. Donc ça, c'est important et c'est un peu le sens des quelques expériences réussies dans ce domaine qu'on a pu voir émerger en France au cours des dernières années. Alors je vais vous présenter une par film, et l'autre je vais vous en parler de vive voix. Alors celle par film, si on pouvait, alors c'est celle de Butterscholz, en Alsace. Alors j'ai pris deux situations différentes. L'une, Butterscholz, c'est une ville de 3000 habitants, donc évidemment, je vous l'ai pris à dessin quand même parce que c'est une expérience qui est relativement ancienne déjà, et à l'échelle de la commune, c'est énorme ce qui a déjà été fait. Puisque donc entre 2016 et 2021, il y a 42 logements vacants qui ont été rénovés et remis sur le marché. Donc j'aimerais bien par contre si... tous ceux qui ont été rénovés ont été remis sur le marché. Tous. Non. Je reviendrai, je veux juste vous montrer l'expérience. D'abord, il y a Joe, non, c'est pas une bonne version. Alors, attendez, parce que là, du coup, attends, peut-être sur un cliquant sur le lien. Alors, allez, la page. Désolé, YouTube. Ah oui, mais peut-être le son, c'est encore du bien. Là, tu veux améliorer. Voilà. C'est une démarche originale qu'a menée la commune de Butterscholz pour aborder une problématique que d'autres villages connaissent, les logements vacants. Elle a fait appel à la Maison de la Nature. Celle-ci a mené une action de concertation auprès des acteurs concernés. L'objectif général est de freiner l'étalement urbain. Nous avons fait un constat, c'est qu'il y a à l'intérieur du village environ 80 logements qui sont aujourd'hui vacants. Donc il faut distinguer différents types de choses. Il y a d'une part des logements qui existent mais qui ne sont plus occupés, certaines granges, il y a aussi d'anciens ateliers de tissage, et ça c'est vraiment des bâtiments qui ont un potentiel pour une transformation en habitat. Encore faut-il comprendre les préoccupations des propriétaires, où se trouvent leurs difficultés, pourquoi les logements restent-ils vacants. C'est là qu'est entrée en jeu la Maison de la Nature, un groupe multi-acteurs a été mis en place. La démarche participative auquel on l'entend à la Maison de la Nature, c'est associer au règlement d'une problématique les gens qui sont concernés par cette problématique. Donc c'est s'affranchir des élus ou des experts, mais plutôt mettre autour de la table des gens qui, de près ou de loin, sont concernés par la question à régler ou par le problème à traiter. Autour de la table étaient présents les acteurs concernés par la question du logement vacant, et au travers de 3 à 4 réunions, ils ont élaboré un accord collectif, mais en partant de leurs différences de chacun. Donc ils ont réussi à s'entendre dans leurs différences, à comprendre ce qui préoccupait les autres et à collectivement créer des solutions qui règlent collectivement la problématique du logement vacant.
On passe au travers de ces réunions à des gens qui sont sur un intérêt individuel et à la construction d'un intérêt collectif. La méthode a permis d'élaborer un dispositif adapté à Arsène. Il dispose d'une maison familiale laissée à l'abandon depuis une dizaine d'années. J'avais un logement vacant, donc je commençais j'ai payé depuis 2 ans, je paye une taxe vacante, quoi. Et là, la nature me proposait de sortir de la vacation. On a réussi à être accompagné justement, enfin, avec des propositions. Hein. Chacun mettait sa proposition, chacun mettait, disons, ce qui n'allait pas, pour quelles raisons il ne le faisait pas. On a trouvé des solutions ensemble. Justement, j'ai réussi là à sortir de la vacance grâce à ce programme. Même constat pour les professionnels et élus qui ont été associés à cette démarche participative. Le fait d'être entouré de plusieurs maîtres d'ouvrage, de plusieurs propriétaires, a libéré la parole de ceux-ci. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé, cette fois-ci, sans retenue, des réserves sur le devenir de leur bien, des sentiments par rapport à leur héritage, par rapport à leur émotion concernant ces lieux dans lesquels ils ont vécu, qu'en tête-à-tête, notamment avec un architecte, ils n'expriment pas aussi naturellement. Si nous avions fait 1 ou 2 réunions publiques en expliquant les choses, les gens seraient repartis en se disant oui, bon, pourquoi pas, mais je pense que ça n'aurait pas abouti. Là, par ce biais-là, vraiment les gens se sentent rassurés et accompagnés. Le groupe de travail a proposé une dizaine de mesures à la municipalité, toutes ont été validées. À partir de ces propositions, la commune a élaboré un dispositif d'accompagnement adapté. À présent, chaque propriétaire est davantage entouré. Il a à sa disposition un comité d'experts qui l'écoute, analyse son projet et lui propose un début de solution. Alors, bon, écoutez, bon, donc Mütter-Scholz, ce qu'il faut savoir sur Mütter-Scholz, donc 42 logements. Alors effectivement, vous avez vu l'aspect participatif du dispositif. Malgré tout, le budget était non négligeable, puisque sur les 5 ans dont je vous parle, la commune, elle a quand même dépensé, c'est énorme pour une petite ville comme ça, la somme de 400 000 €. Donc c'est loin d'être négligeable. Mais il faut ce qu'il faut, ça vous donne une idée, ça vous donne un ordre d'idée des budgets qu'il faut consacrer pour arriver à ce genre de résultat. Là, c'est encore... alors, juste une chose, je vais vous avoir un certain nombre de questions déjà peut-être qui vont venir. Mütter-Scholz, c'est une commune qui n'est pas en métropole, c'est une commune qui est juste en communauté d'agglomération. Non, mais c'est pas grave, justement. L'intéressant, c'est que Vire, ils sont dans une métropole, par contre. Donc, du coup, et surtout, l'échelle à laquelle ils raisonnent et l'échelle à laquelle ils agissent, elle est beaucoup plus réduite. Donc, ceci explique peut-être cela, parce que les propriétaires, vous avez vu, ils se connaissent tous les uns les autres. Un petit village, il y a aussi cette dimension qui est importante. Vire, par contre, c'est plus intéressant pour vous faire. Plusieurs choses, c'est intéressant parce que ça a commencé déjà il y a un certain nombre d'années. Et c'est quand même un effort considérable qui a été fait pour des résultats qui sont même négligeables. Alors Vire, c'est plus récent, parce que ça a commencé en 2020, leur expérience, alors bon, tant pis, je fais pas ça. Donc c'est une commune, Vire, pour ceux qui connaissent, de 45 000 habitants. Donc ça, et qui est en métropole, donc, comme nous. Et donc, eux, ils ont mis en place un dispositif. Alors ils ont utilisé les fameux fichiers dont vous avez parlé en début de réunion, qui permettent donc d'inventorier les logements vacants et de voir effectivement en quoi consistent réellement ces logements vacants. Et ils ont procédé, ils ont choisi une partie de la ville, un quartier spécifique chaque année, et ils ont mis le paquet sur différents quartiers, avec un quartier chaque année comme en phase de réalisation, pour garder cette dimension participative que vous avez à Mütter-Scholz. Et alors là, eux, c'est pareil, ils ont mis en place une subvention qui est quand même non négligeable pour la rénovation suivie d'un conventionnement, puisque la subvention que vous avez sur un conventionnement, c'est 15 000 €. 15 000 €, avec évidemment un minimum de travaux quand même de 25 000 €.
Mais c'est quand même considérable parce que ça représente une proportion importante du coût des travaux. Et ils ont aujourd'hui, donc, je vous ai dit, depuis 2020, le résultat, c'est 43 logements vacants réhabilités remis sur le marché. Bon, c'est moins qu'à Mitterscholz, mais le pas de temps est inférieur. Et surtout, bon, c'est un dispositif, malheureusement, si je pouvais le défiler, c'est pas mal, bon, c'est un dispositif qui s'articule en fait avec le ZAN, l'objectif de réduction de l'artificialisation, et qui, quelque part, essaie de raisonner en promouvant le logement vacant dans les zones qui sont déjà urbanisées, pour éviter de spolier les propriétaires qui se trouvent hors zone urbanisée, puisqu'ils peuvent négocier en fait avec le préfet des objectifs de réduction de la dureté entre guillemets du ZAN et de l'application de la loi SRU, parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour la rénovation du logement vacant et qu'ils ont des résultats, enfin, les premiers résultats qu'ils ont sont loin d'être négligeables. La subvention de 15 000 euros, là, elle comprend quoi? La logistique, l'aide... Non, c'est une subvention nette travaux. Travaux uniquement. Oui. Non, il n'y a pas de... C'est justement l'avantage de ces dispositifs, c'est qu'il faut... Enfin, bref, je vous enverrai, la présentation vous sera envoyée de toute façon pour avoir la lecture de l'article, mais non, c'est une subvention nette travaux. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire ce soir pour ne pas allonger la sauce sur les logements vacants. Et donc maintenant, je suis à disposition si vous avez des questions. Ou des remarques. Ou des... On a parlé tout à l'heure de la progression des logements vacants qui est augmenté de 60%. C'est national? C'était national? Oui. C'est national. La part, comme je vous l'ai dit, la moyenne par commune, c'est 8,5%. Et ça ne cesse de progresser. Alors il y a peut-être une explication que m'a suggéré d'ailleurs Patrick, c'est qu'il pense, lui, que la progression importante des logements vacants, c'est lié à l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires. Bon, je ne sais pas si... C'est une hypothèse. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir des gens qui ont des résidences secondaires qui, du fait que la majoration est importante, et elle va d'ailleurs encore être majorée, fait qu'ils préfèrent le déclarer vacant, parce qu'il y a moins à payer. La taxe est moindre? Oui. Bon, c'était une hypothèse. Il y a une définition quand même pour le logement vacant. Ça ne doit pas être meublé. Les résidences secondaires ont une taxe d'habitation, ils gardent, elle n'a pas été supprimée pour les résidences secondaires, mais en plus par rapport à ce qu'elle était quand on la connaissait, quand elle était en vigueur, elle est aujourd'hui majorée de 40%. Et l'année prochaine, la municipalité la majorer de 60%. Voilà. Elle a monté à une majoration de 60%. Ce qui fait que il peut y avoir déjà. Oui, non. Pour les 40, ça va passer à 60. Mais il peut y avoir certains propriétaires qui préfèrent déclarer leurs biens vacants, même s'ils continuent à y venir un mois par an ou 2 mois par an, parce qu'il y a moins de taxes, la taxe est moins. Bon, c'est une hypothèse, ça ne veut pas dire... voilà, ça peut être quoi qu'il en soit, le nombre de logements vacants va continuer probablement à augmenter, tout simplement parce que les classifications énergétiques G, F, même si ça a été un peu décalé dans le temps, vont faire que les propriétaires de ces logements vont plus pouvoir les louer. Ils n'auront pas forcément les moyens de faire les travaux nécessaires dedans. Et donc, il va y avoir une part de ces biens qui vont basculer aussi en vacances et qui vont rajouter du potentiel finalement à tout ce qu'on pourrait mettre en place pour que ces logements soient à nouveau sur le marché. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Si on ajoute à ça une loi qui favorise les locataires quand il y a des problèmes, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, des gens qui ont vécu, mais c'est terrible. C'est bien le souci le frein principal des locations. Il a changé la loi, adapter la loi. C'est que beaucoup de choses sont du côté du locataire par rapport au propriétaire.
moi je voudrais revenir sur une chose quand même, c'est que je vous ai annoncé les ordres de grandeur des subventions qui sont données dans les territoires où ça marche un peu. Et donc le fait que si on veut avoir une politique comme ça, il faut y mettre quand même, l'argent sur la table. Hein, donc là, il y a une chose que je ne vous ai pas dite et qui est quand même importante, c'est que dans le SPI, on n'avait que des bouts de ficelle. Hein. Le SPI il coûtait 50 000 € à la ville chaque année. Alors que bon, au bas mot, si on veut avoir une politique qui donne quelques résultats, il faut au moins multiplier par 10 le budget sur la rénovation des logements. Sans ça, on n'y arrivera pas. Hein. Donc 500 000 € pour une commune comme Vence, c'est un gros effort. Donc c'est une vraie priorité politique. Il faut donner le pas pour la commune. C'est-à-dire qu'en menant une politique comme ça, on ne peut pas mener une politique comme ça, saupoudrer l'argent de la commune à droite à gauche, avoir 3 projets à plus de 5 millions d'euros dans la mandature, etc. etc. C'est impossible. Donc, je veux dire, là, c'est vraiment une question de choix. Oui et non. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez l'amende pour le manque de logements vacants, elle est de 960 000 € annuels. Mais non, alors c'est vrai le choix, je veux dire pourquoi. Parce que malheureusement... C'est marqué sur la dernière... Non, je ne vous dis pas que c'est pas vrai le chiffre que vous avez donné. C'est un peu moins d'ailleurs, enfin c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vous dis pas que c'est pas vrai. Ce que je vous dis, par contre, pourquoi c'est un vrai choix, c'est qu'au moins, pour amorcer le dispositif, vous allez vous retrouver dans un premier temps à devoir payer ça, plus la pénalité SRU. Parce que ces sommes que vous allez dépenser dans la rénovation énergétique, elles ne sont pas déductibles de la pénalité SRU. Contrairement d'ailleurs, c'est là que vous voyez le système marche à la tête. Hein. Vous construisez, vous faites du logement, quand la commune donne des subventions aux promoteurs pour surcoût foncier dans un programme immobilier, elle peut déduire la pénalité SRU. Par contre, si vous faites ça, vous ne déduisez pas la pénalité SRU. Alors, là où évidemment, c'est sûr que, après, il faut voir le bout de son nez, c'est-à-dire que, par contre, l'avantage qu'a ce dispositif par rapport à la course sans fin au comblement du vide SRU, c'est que là, par contre, quand vous faites de la rénovation suivie d'un conventionnement, vous faites du logement social net. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas la partie libre qui est le plus souvent pratiquée par les promoteurs ici, quand ils font un programme. Donc c'est vrai, à terme, vous allez les retrouver. Mais dans un premier temps, c'est un vrai choix politique. Parce que vous allez retrouver à sortir des sommes importantes pour la rénovation, tout en continuant dans un premier temps à payer la pénalité SRU. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en ce sens-là que je vous dis, il y a un vrai choix opéré. D'ailleurs, bon, je ne vous cache pas que, comment dire, ça n'a pas du tout été facile à mettre ça en place. Je peux vous dire que ça a été très compliqué parce que la logique SRU écrase tout. Vous voyez? Et donc, du coup, on se retrouve avec des impacts. Mais évidemment, à terme, c'est sûr que par contre, c'est tout bénéfice. Est-ce que toutes les caves des rues Masséna, Gambetta, qui sont transformées maintenant en lieux d'habitation, sont considérées comme appartements? Ouais, s'il y a des habitations dedans. Ouais. Parce que là, les caves, par contre, si c'est juste eux, j'ai compris. Mais les caves qui n'ont jamais été occupées par quiconque, non, par contre, ça ne paye pas la taxe sur le logement vacant. Mais elles peuvent faire l'objet de dispositifs. Je ne vais pas parler de tout, hein. Mais dans le plan national sur le logement vacant, on peut avoir des aides importantes si effectivement on transforme des surfaces qui n'étaient pas jusque-là résidentielles en logement. Mais avec le même obstacle que je vous ai expliqué tout à l'heure, à l'instant, pareil, dans un premier temps, si vraiment on veut basculer vers ça, si on veut faire la com, mais si on veut vraiment basculer vers ça, dans un premier temps, c'est très très lourd à porter pour une commune. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font d'ailleurs. Les caves, c'est pas des habitations, les caves? Non, je dis que justement, quand elles n'ont jamais été habitées, c'est pas des habitations. Mais il y a des caves qui sont transformées en habitations. Ouais. Ah oui, bien sûr, après c'est pas des caves. De toute façon, à partir du moment où ils sont dans le fichier national, que ce soit celui de l'INSEE ou celui de l'OVAC, c'est des logements. Tu avais évalué sur Vence il y avait des logements vacants. Je vous l'ai montré tout à l'heure. 1100, il y en a aujourd'hui. 1100 ouais. Est-ce que c'est plus en centre-ville ou c'est réparti un petit peu? À mon grand étonnement, c'est réparti un peu partout.
Allez voir, hein, c'est Par mon une quartier des c'est Corbusiers, il y affiché. a une centaine, enfin 80 villas. Quand on distribue des tracts, il y en a au moins une dizaine. Ils sont vides. C'est pas longtemps. Oui, mais elles sont peut-être pas vacants, ils sont peut-être juste des logements de vacances. Comment? Et là, dans le cas de Pierre-Marie Soulève, c'est peut-être des villas où les gens ne viennent qu'un mois par an. Mais Et pour c'est pas donner pour une autant que idée- c'est vacant, puisque... Alors pour vous donner une idée plus précise, mais je vous invite quand même à regarder le fichier, hein, parce que tout à fait plein d'enseignements. Pour vous donner une idée, sur les 1100 logements vacants, il y en a 205 qui sont vacants depuis plus de 2 ans. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des logements vacants depuis un moment. Mais ces logements, à mon avis... Alors après, sur les 1100 logements vacants, il y en a à peu près le tiers qui sont des situations où on ne peut rien faire. Hein. Enfin, on ne peut rien faire. Ils sont insalubres. Non, 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 au contraire, insalubre, on peut faire. Non, quand je dis on ne peut rien faire, on peut toujours faire, mais ce sont des situations en général de blocage juridique, des indivisions, des situations comme ça. Moi j'ai une question de base, c'est à partir de cette information, pour Vence, que fait-on? Quelle est la première chose à faire qui faire un plan d'action? Moi je pense que la première chose, c'est qu'on rassemble ceux qui ont un logement vacant, notamment les personnes que j'ai plantées samedi. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on les rassemble, on essaie de mettre en place l'information et les projets. Il faut mettre quelque chose en place. On peut, mais si tu veux, je suis d'accord, on peut faire effectivement comme Peter Scholz, la différence c'est qu'il y avait un mairie derrière. Hein. Parce qu'au bout du bout, quand même, à ces propriétaires, il faut leur proposer quelque chose de concret, financièrement. Oui, mais si effectivement la mairie pour l'instant ne fait rien, peu importe, c'est pas le sujet, si en face d'elle, il y a une population de 300 logements vacants qui sont prêts à faire quelque chose, ça peut être une balance. Pas de problème. Pas de problème. Mais la seule chose, je répète, c'est une équation financière. Il faut être clair, hein, pour que ce genre de choses marche, il faut que ce soit une priorité absolue de la commune. Et donc ça veut dire que quelque part, il faut avoir des élus qui sont conscients de ce que je vous ai dit en introduction, c'est qu'avance dans une situation pratique, enfin, pas unique, parce que dans les Alpes-Maritimes, malheureusement, je vous donne une statistique qui est très intéressante aussi. Cette statistique, vous pouvez la voir sur le labo GeoAzur, qui est un labo à l'Université de Nice, qui s'occupe des problèmes de catastrophes naturelles, de glissement de terrain et d'autres. Donc ce labo, il a estimé que dans les Alpes-Maritimes, il y a 80 000 foyers aujourd'hui qui vivent dans des logements, qui vivent sur des zones dont la géologie est celle du Prajolien. Donc, vous voyez l'ampleur du problème. Et d'une certaine manière, on peut comprendre pourquoi c'est compliqué à gérer. Parce qu'imaginez que du jour au lendemain, ces gens-là percutent vraiment l'information et demandent à bénéficier, par exemple, de traitement de Prajolien. Faites le calcul, Prajolien, il y avait 35 foyers, 23 millions d'euros. Faites le calcul sur 60 000 foyers. Ça donne. Donc c'est un problème majeur. C'est pour ça que je vous dis, la première des choses, c'est qu'il faut, avoir conscience de cette situation, deux, en faire une priorité, en ayant conscience de cette situation, en faire une priorité absolue pour la commune, absolue. Ça veut dire que si vous voulez, il faut être conscient que c'est l'avenir de l'occupation humaine de la commune qui est en jeu. Et après, effectivement, ça veut dire que les autres questions, même si c'est des questions importantes, elles sont secondaires par rapport à ça. Secondaires. Donc c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je n'ai aucun problème à ce que, j'allais dire, tout le monde utilise cette information. Mais je sais que c'est très difficile. Je l'ai expérimenté moi-même quand j'étais à Turin. Puisque j'avais il y a toute une foule de gens dans une mairie, si vous voulez, c'est un peu la concurrence des priorités. Donc chacun vient avec son truc en disant c'est moi la priorité numéro 1. Donc du coup, moi je suis arrivé quand j'étais adjoint à faire que 50 000 euros par an. Donc vous voyez, petit calcul, je pense qu'il faut 10 fois plus. Alors, donc c'est un sujet très très touchy quand même. Et encore, bon, je pense que et encore, bon, on pourrait forcer le trait. Moi j'ai une autre idée, hein, personnellement. Je pense qu'il faudrait prendre une carte de Vence, montrer les zones où il y a des problèmes majeurs, des mouvements, de glissement. Une carte géologique. Une carte géologique, ça ne suffit pas, parce qu'une carte géologique, si vous ne connaissez rien à la géologie, si je vous dis que l'écrasante majorité du sous-sol à Vence, c'est des schistes argilo-marneux, ça va vous faire quoi? Là-bas, les marques anciennes, il y en a pas mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que
peut-être que ça c'est une entrée. Surtout qu'on a le précédent du bras Julien. Peut-être, moi j'en sais rien en fait. J'imagine que dans ces mécanismes d'aide, les particuliers sont pour un dispositif de conventionnement avec la collectivité. Ouais, et là, il y a un engagement ensuite quant à l'utilisation du bien rénové et aidé, notamment pour contribuer à l'occupation, notamment le fonds social. Tout à fait. C'est le conventionnement dont je parle. C'est un peu plus compliqué, mais ça revient à ça. Mais je vous dis, le problème, dans le dispositif que j'avais mis en place, ça a été que 7% d'écart. Donc ça veut dire que, parce que moi, l'erreur que j'avais commise, à mon avis, voilà, ce que je disais, je pense que l'erreur qu'on avait commise, c'était que la différence entre la rénovation simple et la rénovation conventionnement n'était pas assez importante, et que deuxièmement, je pense aussi que le niveau de connaissance, on va dire, par les Lensois de la situation de la commune n'était pas, et toujours pas d'ailleurs, l'intérêt d'une solution comme celle que est-ce que ça permettrait de mettre en balance le fait de dire à la mairie ce budget qui est affecté à la rénovation du bâtiment, finalement, est-ce qu'on pourrait contrecarrer les constructions de bâtiments Alors, c'est ce que j'expliquais à ce monsieur tout à l'heure qui a posé la question. Je répète, c'est une aberration de la loi française, mais ça, malheureusement, bon, on ne peut rien. Quand vous dépensez de l'argent pour la rénovation énergétique en tant que collectivité, ce n'est pas déductible de la pénalité SRU. Les sommes que vous payez au titre de la pénalité SRU. Alors, à terme, vous rentrez dans votre argent. Vous faites plus que rentrer dans votre argent, d'ailleurs. Puisque, en faisant ça, vous faites du logement social net. Alors, quand vous faites du Chagall, du Côte d'Azur Habitat ou autre, vous faites, en fait, vous aggravez votre situation quelque part, parce que la plupart du temps, même pas le client, mais Chagall par exemple, la plupart du temps, il y a plus de logements libres que de logements sociaux dans ces programmes. Donc en fait, vous diminuez la proportion de logements sociaux dans votre commune. Donc vous creusez votre propre tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, vous payez une subvention pour les promoteurs qui font ça. Donc c'est Shadow, c'est les Shadow. Mais le problème, je répète, hein, c'est ce que je vous dis, comme les sommes qu'il faut sortir pour que ça marche significativement. Parce que moi, le problème que j'avais, même avec les résultats qu'a eu le SPI, comme effectivement on a créé peu de logements sociaux et on a fait peu de logements vacants, du coup, les maires successifs que j'ai connus, ils m'ont dit, mais ton truc, bon, ok, je te laisse faire 50 000 €, c'est pas grave dans le budget, mais en gros, c'était ma limite d'écolo, quoi. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour que vraiment il y ait un résultat qui se traduise sur les comptes de la commune et sur le profit de la commune, d'ailleurs, tout court, à mon avis, il faut vraiment en faire il faut mettre beaucoup plus, donc en faire une politique majeure. Sur le plan concret, donc, parmi nous, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des logements vacants? Première question. Deuxième question. Vous. Voilà. Et deuxième question, est-ce qu'on peut justement se renseigner autour de nous, moi j'en ai dans mon quartier, etc., faire une liste simplement des personnes qui ont des logements vacants, et essayer déjà de se regrouper. Moi je propose, si quelqu'un se décide, je vais bien le faire, le nom de l'écologie de Provence, vous envoyez les noms et les contacts des personnes qui ont des logements vacants sur l'écologie de Provence ou sur une autre association. Voilà. Moi, je pense que c'est une première action concrète. Et après, on verra. C'est une proposition. Moi, je veux bien. La seule chose, je répète. Non, mais l'idée en soi est bonne, mais le truc, c'est que les propriétaires. Non, mais je suis d'accord. Je te dis, je suis d'accord. Mais ce que je veux te dire, si tu veux, c'est que ces propriétaires, si tu les réunis pour leur dire ouais, vous avez un logement vacant, quelque part, c'est pas bien. Donc, moi, à mon avis, ce qu'il faut. Non. Alors, je pense que quelque part, il faudrait faire une réunion comme ça. Alors, j'allais dire, il faut centrer sur le détail des dispositifs qui existent. Ça, oui, à mon avis. Peut-être même inviter un élu de ces communes pour, quelque part, expliquer ce
comment ça se passe. Mais si tu n'as rien de concret à proposer, oui, non, mais c'est déjà souvent montré. Parce que l'exemple de cette commune, c'est quand même une action citoyenne. Donc c'est des citoyens qui agissent. Et moi, j'ai un mot important que j'ai noté qu'il a dit, il faut un mécanisme de caution garanti par la commune. C'est ça qui est important. Les gens se sentent dire, ok, je lance une innovation, je vends le logement avec une garantie de la commune. Oui, mais à ce moment-là, c'est ça qu'il faut expliquer, détailler et le mettre en place sur place. Déjà, un point important serait de savoir pourquoi leur logement est vacant. Quelle est la raison? Identifier finalement si c'est vraiment des problèmes de rénovation nécessaires, ou est-ce qu'il y a d'autres soucis qui font que le logement est voilà. Je suis d'accord, mais regarde le type qui a son logement vacant parce que justement, il n'a pas envie de s'emmerder avec les locataires pour parler directement. Tu crois qu'il allait sur la place publique pour dire moi je veux pas bouger mon logement parce que je veux pas me. Bon, enfin, ok, je te dis, moi, comme l'a montré l'expérience de Peter Scholz, par exemple, les types, il a expliqué l'architecte à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a dit les propriétaires sont lâchés quand on a pu faire du tête-à-tête, que le type a pu aller au bout de son truc et que quelque part, il a pu dire, à mon avis, ce qui est quand même souvent le cas. J'ai pas envie, les travaux sont trop chers, j'ai pas envie. Il ne faut pas oublier en France que la rentabilité locative, elle est en chute libre aujourd'hui. Elle est en chute libre. Donc dire qu'on va faire de la rénovation, si on n'aide pas les propriétaires avec des espèces sonores de trébuchantes, c'est très compliqué. C'est pour ça que je répète, il faut se... Il y a des résidences secondaires qui en fait sont des résidences en attente que le propriétaire ait fini ses occupations et vienne se retirer. Résidence secondaire, on veut dire ou vacant? Les deux. Alors ça c'est autre chose, mais ce que vous dites, on le sait avec précision. Le fichier dont je vous parle, le fichier d'OVAC, là, il détaille, il vous donne les raisons des masses de logements pour lesquels il y a effectivement vacance. Donc il y a ce cas-là, il y a l'indivision, il y a l'incapacité à financer les travaux. Voilà. Enfin, chez moi, pour information, je m'excuse, mais dans le quartier des Comboniers, il y a des logements vacants. Il y en a un qui est vacant, il appartient à un Danois, et sur son terrain, il y a un projet, il y a un permis de construire une antenne 5G 15 mètres. Donc si on avait empêché avant ce propriétaire qui rénove sa maison, eh bien on n'aura pas d'antenne. Il va te dire que c'est parce qu'il très probable que l'antenne va se construire. Il va te dire que c'est parce qu'il paye la taxe sur le logement. Donc pour ce moment, on peut réduire l'installation des antennes 5G. Je plaisante, je pense. Je plaisante, mais si tu veux, le truc c'est que, je répète, il faut les mettre en confiance, et pour ça il faut quand même quelque part que les pouvoirs publics s'engagent. Moi je suis d'accord que le J commence à ça, mais je pense qu'il faut que la mairie s'y mette aussi. C'est l'expérience que j'ai d'ailleurs, j'ai montré les chiffres. La rénovation avant, elle a décollé quand on a commencé à aller parler volontairement parce que, mais qui est quand même importante, c'est que dans le volet rénovation des logements, alors à l'abandon, on va dire, des logements qui sont sales état, il y a un autre outil qui existe dans les mains des mairies, mais qui est très rarement mis en œuvre. Avant, pour vous dire, il a été mis en œuvre 3 fois au cours des dernières années. Enfin, il existe quand même, c'est les arrêtés de péril. C'est-à-dire que quand il y a effectivement une maison qui tombe de l'œil et qui pourrait représenter un danger potentiel, normalement, il y a une obligation du maire de prendre un arrêté pour dire vous obligez à faire les travaux, on les fait à votre place et on vous demande de rembourser après. Oui, si c'est en centre-ville, après si c'est carrément. Ah non, non, mais à partir du moment où le logement, c'est pas la localisation du logement qui compte, c'est l'état où il se trouve. Mais bon, inutile de vous dire que ça, c'est pas très populaire. Il y a aussi tous les logements qui sont au pied des bornes. Ah, ça, oui. Ça fait partie de ce que je vous ai dit en introduction. Ça. Ouais. Voilà, il y aurait toute une réflexion à mener. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion où on va parler d'un autre outil pour limiter l'urbanisation qui s'appelle l'indemnisation des servitudes environnementales. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une marotte, mais bon, vous verrez que c'est un outil qui est assez efficace et puissant aussi. Mais
c'est sûr que l'entrée risque naturel, c'est une entrée majeure pour la commune. Voilà, ici, c'est tout pour aujourd'hui.